Tromelin se tient depuis toujours à l'écart du monde et des routes maritimes. Au XVIIIe siècle, un navire négrier y a fait naufrage avec à son bord une cargaison d'esclaves malgaches. Abandonnés par l'équipage, les malheureux ont survécu pendant plus de 15 ans. Que s'est-il réellement passé? 250 ans plus tard, une équipe d'archéologues enquête sur les lieux de la tragédie et révèle au monde une étonnante et bouleversante histoire. Île de la Réunion, octobre 2008. L'histoire des esclaves oubliés aurait pu reposer à jamais dans les archives si un homme ne s'était attaché à la faire ressurgir du passé. Après une longue enquête, Max Guéraud est sur le point d'accomplir le dernier acte de la mission qu'il s'est assignée. Il va clore l'affaire qui l'obsède et le fascine depuis plus de 4 ans maintenant. Dans quelques heures, la mission archéologique qu'il dirige va quitter Saint-Pierre de la Réunion pour rejoindre la minuscule île Tromelin, perdue au cœur de l'océan Indien. À 73 ans, cet ancien capitaine de vaisseau a navigué sur toutes les mers du globe. Fondateur du GRAN, le groupement de recherche en archéologie navale, Max Guéraud se consacre depuis une vingtaine d'années à l'étude des épaves et particulièrement celle des navires négriers. Son expérience acquise sur de nombreux chantiers de fouilles en fait un expert de renommée mondiale en matière de naufrage et d'archéologie sous-marine. En 2003, il reçoit un bien curieux message. Pendant qu'on était en train de faire une mission au Chili, en baie Valparaiso, j'ai reçu un mail d'un météo qui était sur l'île de Tromelin qui appelait au secours, disant voilà, il y a une épave avec une histoire intéressante. Je m'adresse à tout le monde et personne ne veut s'y intéresser. Est-ce que ça vous intéresse? Donc je lui réponds oui, bien sûr, ça m'intéresse. Et donc rentré en France, je vérifie les quelques données historiques et je propose tout de suite à l'UNESCO ce projet. Et on démarre très rapidement les premières recherches historiques complémentaires dans le cadre de programmes de recherche financés par l'UNESCO. Pour se passionner d'histoire navale, cette fois encore l'enquête a commencé dans les archives de la marine. En étudiant des centaines de documents enfouis sur les rayonnages des bibliothèques, Max a remonté la piste d'un mystérieux navire déclaré échoué sur l'île Tromelin le 31 juillet 1761. Les comptes d'armement, les inventaires, les plans de construction, tout était là. L'Utile est une flûte de 136 pieds de long, environ 45 mètres, et de près de 600 tonneaux de jauge taillés pour le transport de marchandises et construite à Bayonne par la Compagnie des Indes orientales. Le rôle d'équipage comme l'état de service des officiers est précis et détaillé. Les noms des marins sont connus. Ils viennent de Bretagne, du Pays Basque, du Béarn. Pour l'aider dans sa longue enquête, Max possède tout un réseau d'informateurs. À Lorient, René Etienne, le conservateur des archives de la marine, a retrouvé un lot de correspondances particulièrement intéressant. Ces documents inédits relatent dans les moindres détails les circonstances du naufrage de l'Utile sur l'île Tromelin, appelée à l'époque l'île de Sable. Donc voilà le récit sans doute de l'écrivain du bord. Vous avez toute la relation du naufrage avec l'échouage et puis la destruction du vaisseau. Relation du naufrage de l'Utile sur l'île de Sable, ou pour mieux dire de Corail.
Nous sommes partis de Full-Pointe, côte de l'île de Madagascar. Le livre de l'écrivain du bord détaille précisément comment le navire, après avoir heurté un récif en pleine nuit, s'est disloqué sous les coups de l'océan. Comment les marins utilisèrent les restes de l'épave pour construire en quelques semaines une embarcation de fortune et quitter l'île. Enfin, un autre document qui révèle qu'au moment du naufrage, l'Utile transportait des esclaves noirs que l'équipage a été contraint d'abandonner à leur triste sort. Les Noirs, qu'on était forcés de laisser dans l'île, demeurèrent dans un silence accablant au moment du départ. Mais quel parti prendre dans une pareille extrémité? Ce fut de laisser les vivre aux malheureux Noirs en leur promettant de les envoyer chercher. En fait, dans la marge, il y a un renvoi imprimé où il est écrit « On a envoyé un bâtiment de l'Île-de-France pour prendre ces infortunés ». Et quelqu'un a ajouté à la plume « On avait promis d'envoyer et on ne l'a pas fait jusqu'à présent ». En réalité, on ne le fera pas pendant 15 ans. Autre énigme. À l'époque, la traite négrière était interdite dans l'océan Indien. Alors comment expliquer la présence d'esclaves sur ce bateau ? À l'entrée de la rade de l'Orient, la citadelle de Port-Louis abrite le musée de la Compagnie des Indes orientales, l'armateur de l'Utile. Pour progresser dans son enquête, Max cherche à préciser le contexte historique à l'époque des faits dans l'océan Indien. Fondée par Colbert en 1664, sous le règne de Louis XIV, pour affirmer la présence du royaume sur toutes les mers du globe, la puissante compagnie construisait et armait ses propres navires dans le port de l'Orient. Pendant plus d'un siècle, la Compagnie des Indes orientales a assuré le commerce avec l'Inde et la Chine et alimenté l'Europe en porcelaine, épices, thé, café, mais aussi en soie et en coton imprimé et tissé. Pourtant, la part la plus importante de sa richesse provenait d'une toute autre marchandise. Le roi établit, à partir de 1720, au profit exclusif de la compagnie, le monopole de la traite de l'esclave sur les côtes d'Afrique. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'elle, normalement, qui peut aller faire la traite de l'esclave. Donc elle va exploiter ce monopole jusqu'en 1767, ce qui représente environ 192 armements de traite qui vont déporter près de 60 000 esclaves vers les différentes colonies. Le commerce des esclaves dans l'océan Indien était étroitement réglementé. Max allait pourtant découvrir qu'au fil des années, l'odieux trafic avait fini par échapper au contrôle de la compagnie. La traite a enrichi la Compagnie des Indes dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à partir de 1740 et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, donc au moment de l'armement de l'Utile, la traite a été détournée et a servi à l'enrichissement personnel des employés de la Compagnie des Indes. Et donc pour l'Utile, on est vraisemblablement dans un cadre similaire, c'est-à-dire que cet armement est illégal, il n'est pas déclaré à l'administration, ce qui signifie que ces esclaves, en fait, ce sont des esclaves illégaux, ils sont clandestins. Des esclaves clandestins. Le récit du naufrage de l'Utile dissimulait une autre histoire bien plus sombre et cruelle. Comment justifier cet abandon? Mais les archives avaient délivré tous leurs secrets. Max ne pouvait pourtant pas se résoudre à tourner la page et à abandonner les esclaves une nouvelle fois. C'était au tour de l'archéologie d'entrer en scène. Sur l'île de la Réunion, Max achève la préparation de l'importante mission de fouilles qui va le conduire sur les traces des naufragés de Tromelin. Après des mois de démarches, il a réussi à collecter suffisamment de fonds pour financer son expédition. D'abord, qu'est-ce qui reste à passer avec nous? L'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et l'UNESCO se sont associés au projet. Alors, le souci qu'on avait, ça je t'avais indiqué, c'est le matériel de stockage avec les bacs plastiques et les, parce que t'en as pas et les trouvé sacs. Voilà, c'est ça. Ici, ça a été un peu compliqué à trouver.
Les détecteurs de métaux, ça c'est bon, on a trouvé. L'appareil numérique, ok. Et puis au niveau des matériels de fouilles terrestres... Jean-François Rébérotte et Laurent Ouareau ont pris en charge la difficile logistique de la mission. Qui permettra après de gérer sur place la répartition en fonction de ce qu'on aura utilisé, et éventuellement de récupérer les cantines comme espace de stockage pour les trouver. Les TAF, l'administration des terres australes et antarctiques françaises, ont donné leur accord pour que l'équipe y mène une campagne de fouilles audacieuse. Pour Laurent Ouareau, spécialiste du patrimoine historique, le projet de Max possède une importance qui dépasse le cadre de l'expédition qui se prépare. Depuis des années, il a recensé l'ensemble des données disponibles concernant le peuplement de son île. Jusqu'au début du XVIIe siècle, l'île Bourbon était une terre vierge et hostile sur laquelle aucun homme n'avait jamais vécu. Les premiers colons comprendront vite l'avantage qu'ils pourraient tirer de l'esclavage. En 1664, au moment de la création de la Compagnie des Indes orientales, les registres font état de 58 blancs et 70 esclaves. Avec l'introduction de la culture du café puis de la canne à sucre, la traite s'intensifie. En 1779, on dénombre environ 23 000 esclaves. En 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage, ils étaient 62 000. Cette île de Tromelin, en fait, elle est importante pour la Réunion. Pourquoi ? Pour la première fois, je dirais, on peut palper l'esclavage de façon concrète. C'est-à-dire qu'à la Réunion, actuellement, le problème, c'est que si vous voulez visiter un musée de l'esclavage, eh ben, vous n'en avez pas. D'accord ? Malgré le fait qu'une large partie de la population descend d'esclaves, vous n'avez pas de musée d'esclavage. Vous n'avez pas non plus d'éléments matériels, c'est-à-dire pas de chaîne d'esclaves. On pourrait s'étonner que 62 000 esclaves qui sont libérés en 1848 ne laissent plus de traces. Et effectivement, aujourd'hui, la problématique, c'est ça, c'est que on a perdu la trace des cimetières d'esclaves, on a perdu la trace des objets du quotidien de l'esclave, on a perdu la trace des camps. Donc on n'a plus de traces palpables des esclaves ou de l'esclavage à La Réunion. Après des mois d'un travail acharné pour surmonter toutes les difficultés, la patience de Max Guéroult est une fois encore soumise à rude épreuve. Le départ vers Tromelin est plusieurs fois reporté pour cause de mauvais temps. Enfin, le 30 octobre 2008, le préfet des TAF donne le feu vert. L'avion est confirmé à 9h, donc on devrait arriver vers 1h30 sur l'île. Touchons du bois pour que la météo soit bonne, comme elle l'est aujourd'hui, parce que vous voyez sur cette carte, l'accès maritime est extrêmement compliqué sur cette île, vous en rendrez compte par vous-même demain, et que donc l'accès se fait par voie aérienne, par la piste. Vous partez pour un mois. Oui, on part un mois, oui. On espère mettre au jour les habitats ou des traces du séjour des esclaves sur l'île. Donc là, l'équipe va travailler sur la... Où est-ce que concrètement les fouilles vont se dérouler ? Dans cette zone-là. C'est un bel exemple de coopération ministérielle, l'administration par les TAF, les moyens militaires de soutien, la gestion sur place par nos amis de Météo France. Et en tout cas, j'espère que tout ça va favoriser la réussite de votre mission. Et puis, Max a réussi à convaincre les plus sceptiques et à mobiliser les énergies autour de son projet. Aujourd'hui, ils sont 10 à avoir pris place à bord du Transal de l'armée française qui assure la liaison entre Saint-Denis de la Réunion et l'île Tromelin. Historiens, anthropologues, archéologues. Sylvain Savoya, un dessinateur, les accompagne. Après 1h30 de vol, l'île est en vue.
Tromelin n'a vraiment rien d'un paradis pour touristes. Ce récif corallien d'à peine 1 km² s'apparente au contraire à un enfer sur Terre. Remous, courants et brisants en rendent l'accès par la mer particulièrement dangereux et l'approche aérienne s'avère tout aussi délicate. La piste d'atterrissage constitue le seul lien de l'île avec le monde. Vivres, équipements, matériel technique arrivent ici au rythme des rotations mensuelles qui assurent l'approvisionnement de la station météorologique. C'est avec un peu d'appréhension que les archéologues découvrent enfin l'île qui occupe leurs pensées depuis de longs mois. La construction des bâtiments remonte aux années 50. En 1953, la Marine nationale organise une expédition de reconnaissance sur l'île. Son but, faire de Tromelin un poste avancé dans le réseau de protection contre les cyclones dans l'océan Indien. 1 an plus tard, 14 hommes s'installent avec 32 tonnes de matériel. Ils entament la construction d'un bâtiment et d'une piste d'atterrissage. Le 4 juillet 1954, le premier avion, un Junker 52 de l'armée de l'air, se pose. L'île Tromelin est désormais reliée au reste du monde. Pour les météos qui s'y succèdent, séjourner ici signifie accepter de longues semaines d'isolement et de solitude. L'éolienne est la seule source d'énergie de cet îlot de 1700 mètres de long sur 600 de large. Ici, les cyclones passent plus souvent que sur n'importe quelle autre terre de l'océan Indien et les chances de retrouver des traces du long séjour des esclaves semblent bien minces. Les archéologues ne disposent que de 30 jours pour mener à bien leur mission avant la saison des pluies. On a très peu d'expérience de l'archéologie de la détresse, c'est-à-dire comment des gens qui sont jetés en un endroit contre leur gré vont survivre d'abord physiquement, mais aussi socialement, psychologiquement. Alors ça, c'est l'aspect principal de notre recherche. Ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est de savoir comment les gens qui se retrouvent complètement isolés, et en ce qui concerne nos esclavages, probablement dans un monde qui leur est totalement étranger, puisque je pense que la majorité des esclaves en question étaient des gens des hauts plateaux qui n'avaient jamais vu la mer et qui se trouvent plongés dans un univers qui est uniquement maritime. C'est ça qui nous intéresse. Mais comment faire pour trouver des indices du passage des esclaves? Où chercher? Responsable des fouilles, l'archéologue Thomas Romont est convaincu que pour se protéger des tempêtes et des raz-de-marée, les esclaves se sont installés sur le point haut de l'île, à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Max Guéraud dispose d'un indice qui confirme cette hypothèse. Alors là, on a une photo de l'installation de la station météo en 1954. Donc on a un météo au pied d'un mur de blocs de corail. Le problème, c'est que la station météo s'est installée au même endroit. Et pratiquement sur tous les points hauts qui sont autour de nous, il y a des bâtiments, sauf sur cette butte où il y a des blocs de corail au sommet. Donc comme on pense que les blocs de corail ne montent pas tout seuls, on va essayer là, quoi. La construction de la station météo a visiblement perturbé l'ensemble du secteur. Mais une zone est restée intacte. Le dessinateur Sylvain Savoya suit étape par étape la progression du chantier. Son travail va constituer à établir un journal dessiné des fouilles, une chronique détaillée de la mission. « 3 novembre 2008. Une couche plus foncée apparaît dans les sédiments.
Cette couche de cendre, en fait, qui est un mélange de cendre et de sable, marque la présence des naufragés sur l'île, puisque la cendre est le sous-produit du feu qu'ils ont fait. Et l'intérêt est que dans cette couche de cendre, on va pouvoir trouver les indices de ce qu'ils ont mangé. Et surtout, c'est la confirmation qu'ils ont bien utilisé le feu jusqu'à la fin. Le rythme du chantier se ralentit. Le travail se fait plus précis, plus minutieux. C'est alors qu'un objet insolite est dégagé. Il est immédiatement identifié par l'historien Sudel Fuma. Ça ressemble étrangement à un touc, mais à vérifier dans un instant, à y avoir. Quoi, hein. Un touc en malgache, ça veut dire foyer, tout simplement. Cet objet est un trépied rudimentaire où l'on disposait le feu pour faire chauffer une petite marmite. Cette première découverte est un succès pour Max Guéroult. Son équipe vient de mettre au jour les premières traces des esclaves sur l'île Tromelin. Deux âmes, trois âmes et un croc. Les fouilles se poursuivent. Les archéologues dégagent maintenant des dizaines d'objets qui attisent leur curiosité. À peu près 70-65 cm de long. Hein, alors ça sert à l'assemblage des grosses pièces de charpente, genre qui contre qui. Ça c'est la même famille, mais plus petit. Pour Max Guéroult et Jean-François Rébérotte, il n'y a pas de doute. Ces objets, des clous de charpente, des pitons, des chevilles, des hameçons, sont des pièces de marine. En particulier de l'accastillage. Et ça c'est plus intéressant, c'est un croc, soit du gréement, mais plus probablement de l'artillerie. Ce qui est étonnant et intéressant en même temps, c'est que ces objets-là, on les a retrouvés sur le point haut et non pas sur l'arrière-plage comme les autres objets en fer qui avaient lien direct avec le bateau. Oui. Dans toute évidence, ils ont récupéré tous les objets qui pouvaient leur servir, parce qu'il y a un lien évident entre l'épave elle-même et les objets qui en proviennent et qui ont été utilisés par les naufragés. Ces découvertes sont exceptionnelles car toutes ces pièces proviennent du même navire. L'utile ressurgit du passé. À l'aube du 26 juillet 1761, le navire quitte Madagascar avec une cargaison d'esclaves, hommes, femmes et enfants, entassés dans la cale. L'utile met le cap sur l'île Maurice, que l'on appelait alors l'île de France. La mer est calme et l'horizon dégagé. Le navire va pourtant mystérieusement faire naufrage 4 jours plus tard. Ce qui se passe, c'est que le bateau fait une route à l'est qui l'amène à passer à proximité de Tromelin. Et on en a la certitude, il y avait 2 cartes à bord qui donnaient des positions divergentes. Et comme il se rencontre souvent sur les bateaux, il y a toujours une petite rivalité entre le capitaine du bateau et son pilote. Le pilote tient pour une carte et le capitaine pour l'autre. Et bien sûr, il choisit une position qui est sur une des cartes, qui malheureusement pour lui n'est pas la bonne. On comprend bien qu'approchant d'une île dont on sait qu'elle est très peu visible, puisqu'elle est très basse sur l'eau et qu'il faut être très près pour la voir, et en particulier la nuit c'est très dangereux, donc il aurait dû à la tombée du jour attendre, tirer les bords ou se mettre en panne en attendant que le jour se lève pour continuer. Pressé de livrer sa cargaison, le capitaine décide de maintenir le cap contre l'avis du pilote. L'utile continue sa route sans se douter qu'il court à sa perte. Vers 1h du matin, c'est le choc. Après avoir tout tenté, l'équipage abandonne le navire. Les esclaves sont condamnés à une mort certaine. Ils ne devront leur salut qu'aux déferlantes qui finiront par disloquer la coque.
petit matin, 20 marins et 72 esclaves sont portés disparus sur le livre de bord. La plupart d'entre eux se sont noyés en tentant d'atteindre la plage. Ça, c'est la première phase. Retour au chantier. Après 8 jours de travail, des fragments de murs apparaissent. Leur disposition semble former une pièce. Mais comment interpréter cette nouvelle découverte? S'agit-il d'une habitation ou d'un monument funéraire? Pour le savoir, Thomas Romont et Max Guéraud décident d'élargir la zone de recherche. Mais la présence de racines de veloutier rend la progression difficile. Le 10 novembre, 2 nouvelles pièces sont dégagées. Alors ce qui est émouvant, c'est ce qui nous a fait dire qu'on était en présence d'un petit Pompéi de l'océan Indien. C'est-à-dire que après le départ des esclaves, le site a été recouvert par le sable. Donc lorsqu'on enlève cette couche qui a scellé le site, on se trouve en présence du site tel qu'il était au moment du départ des naufragés. Les murs font 1,60 m de hauteur et leur épaisseur atteint parfois 3 mètres. Certains détails attisent la curiosité des archéologues. Alors, ce qui nous intrigue, c'est la manière dont l'habitat a été construit, c'est-à-dire avec des blocs de corail, avec des plaques de grès de plage, ce qui est en complète contradiction avec les traditions malgaches, parce que la pierre est réservée aux tombeaux, et les habitats, eux, au contraire, sont construits en éléments végétaux, du bois, du sisal, des fibres. Donc là, on est en présence d'un changement complet. Ça se comprend puisqu'il n'y a pas d'arbres sur l'île, donc ils sont contraints de construire des habitats en pierre, mais on comprend bien aussi que psychologiquement, ça doit être très difficile d'aller contre la tradition et d'accepter de vivre dans quelque chose qui est perçu comme un tombeau. Le plan général des ruines révèle une information surprenante. Toutes les ouvertures du bâtiment sont placées à l'abri du vent. Les esclaves malgaches ont su s'adapter aux circonstances, puisqu'ils ont quand même eu conscience des problèmes que posaient les cyclones et ils ont réalisé des bâtiments extraordinaires, puisque voir cette véritable forteresse qui montre la capacité d'adaptation de ces esclaves dans une situation extraordinaire et particulière. Les vestiges retrouvés par les archéologues prouvent l'ingéniosité des esclaves et leur détermination à survivre. Sylvain Savoya imagine leur vie. Maintes fois restaurés et reconstruits, ces modestes abris de pierre constituaient leur unique refuge. Chaque soir, à l'heure du repas, des milliers de Bernard l'Ermite, attirés par la promesse de nourriture abondante, se rassemblent autour de la station. Les hommes se sont rapidement habitués à ces étranges visiteurs. Pour Max Guéraud, la question est toujours la même. Les archives ont-elles révélé tous leurs secrets? L'archéologue dispose de 2 cartes sur lesquelles, une fois rentrés en France, les marins rescapés ont dessiné la géographie de leur infortune. Immédiatement après l'échouage, les naufragés se sont employés à ramener à terre tout ce qu'il était possible d'extraire de l'épave. Barils de farine ou de vin rouge, tonneaux d'eau de vie, suifs, jambon, morceaux de bois.
Aujourd'hui, seule l'ancre de Bossoir et 3 canons témoignent encore du naufrage de l'Utile. Les rescapés installèrent ensuite 2 camps. Le premier, réservé à l'équipage, l'autre destiné aux esclaves qu'il fallait surveiller et tenir à distance. Les vivres récupérés sur l'Utile suffirent à tenir quelques semaines, mais l'eau a rapidement manqué. À force d'arpenter l'île, des marins et des esclaves finirent par creuser des puits pour récupérer de l'eau saumâtre. Certains tombèrent malades et finirent par mourir. La carte signale enfin le chantier naval où fut construite, à partir du bois tiré de l'épave, l'embarcation de fortune avec laquelle les Français quittèrent l'île. Dès le départ, on sait que si on veut transporter tout le monde, il faut faire un bateau qui fasse 45 pieds de quille de longueur, c'est-à-dire une quinzaine de mètres. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et donc le second récupère le bois sur l'épave de l'Utile, mais malheureusement, on ne peut pas faire un bateau de plus de 32 pieds de quille, parce que la longueur des morceaux de bois qu'on trouve n'est pas plus grande. Donc dès le départ, on sait qu'on va laisser les esclaves. Ainsi, moins de 2 mois après le naufrage, les marins français quittèrent Tromelin et regagnèrent Madagascar. Ils laissaient sur place 60 esclaves malgaches à qui ils avaient promis de venir les chercher. Cette promesse ne sera jamais tenue. « 19 novembre. L'arrivée de la saison des pluies annonce la fin du chantier. Après 3 semaines d'efforts, les archéologues n'ont toujours pas trouvé les sépultures des esclaves. L'averse qui interrompt les fouilles va pourtant amener un dernier rebondissement. La pluie a décapé la surface du chantier et fait apparaître dans une couche de sédiments des os longs que l'anthropologue de l'équipe, Thomas Romont, n'a pas de mal à reconnaître. Donc là, on a l'extrémité proximale d'un tibia humain. C'est un jeune adulte qui a entre 18 et 22 ans. Donc là, on a le gauche qui a été trouvé par Max là-bas, et là le droit. Et c'est le même individu. Vertèbres, côtes, mandibules, fragments de crâne. Ces restes humains semblent indiquer la présence de sépultures. Comment le crâne, la face par ici, là. Mais le lieu de leur découverte laisse les archéologues perplexes. Apparemment, on vient de trouver des ossements d'un deuxième corps. Là, on aperçoit le crâne et un certain nombre d'os longs. Donc c'est le deuxième que l'on trouve. On ne comprend pas très bien pourquoi il y aurait des corps là, si près des habitats. Mais c'est peut-être possible, parce que on sait que les Malgaches ont des pratiques funéraires qui font qu'on peut déplacer des corps, qu'on peut les enterrer à un endroit pour les laisser se dessécher, puis après les mettre dans un autre endroit. Donc pour l'instant, là, il y a un grand point d'interrogation. L'éparpillement des os indique cependant que les squelettes ont été déplacés sans ménagement, probablement lors de la construction du bâtiment météo. Si c'est le cas, alors les tombes des esclaves ne sont sans doute pas loin. Thomas Romont soumet les ossements à un premier examen. Il confirme qu'il s'agit d'un homme et d'une femme, des individus jeunes, probablement âgés d'une vingtaine d'années. Leur jeune âge indique que c'est au cours des premières années de leur exil forcé qu'ils ont dû mourir. Mais l'étude des restes humains ne permet pas pour l'instant d'établir avec précision les causes des décès. Seule certitude, les esclaves ne sont pas morts de faim.
21 novembre. Sur le chantier, les archéologues continuent d'inspecter les pièces d'habitation. Couche après couche, ils décapent chaque parcelle de terre et passent ensuite les sédiments à travers les maillages successifs des tamis. De nombreux rejets alimentaires, plus de 400 kilos, sont ainsi retrouvés dans ce qui devait être une cuisine collective. Là, on tamise les couches de l'intérieur de la cuisine. Et là, où on a trouvé des hameçons, du reste, à l'intérieur. Et là, donc, on trouve des arêtes de poisson maintenant, alors qu'on en trouvait très peu avant. Là, il y a une écaille de poisson. Ça, c'est un os d'oiseau. Et là, un os de tortue, ici. Des études ultérieures révéleront que le menu des esclaves était essentiellement composé de sternes noires. Une espèce disparue de l'île où aujourd'hui seules quelques colonies de frégates et de fous viennent y nicher encore régulièrement. Tout comme ces tortues marines venues pondre sur les plages au terme de leur long voyage. Au fil des saisons, Tromelin offre des ressources sans cesse renouvelées. Très rapidement, on s'est bien rendu compte que ce n'étaient pas les problèmes de matériel de survie qui étaient les principaux. C'était probablement les problèmes psychologiques et d'organisation sociale qui étaient déterminants, quoi. Comment survivre dans l'isolement quand on a perdu tous ses repères? Les esclaves sont-ils morts de maladie? Ont-ils été victimes de cyclones? Quelques-uns ont certainement essayé de fuir sur des radeaux de fortune. Tout tenter, plutôt que de mourir d'ennui. « 25 novembre. Le chantier de fouilles entre maintenant dans sa dernière phase. Attention. Lentement, délicatement, chaque objet est délivré de sa gangue de sable. Bon, ça, c'est toute évidence un coin où ils rangeaient leurs cuillères. Il y en a au moins une douzaine, si ce n'est plus. Il y a également des aiguilles, et c'est sur le sol d'abandon, c'est-à-dire sur le sol tel qu'il était au moment où les esclaves ont quitté l'île quand ils ont été sauvés. Ce sont vraiment des objets qui parlent parce que fabriqués par eux, rangés, donc intéressants dans l'absolu comme objet de fouille, mais surtout comme témoignage d'une organisation, ça c'est sûr. Découverts à l'emplacement même où les esclaves les ont abandonnés, ces objets témoignent du quotidien des naufragés. Mais ce qui intrigue Max Guéroult, c'est qu'ils ont visiblement été maintes et maintes fois réparés, restaurés, rapiécés. Bon, les rivets qu'on voit sur les réparations des récipients sont en fait des petites lamelles de cuivre qui ont été roulées de manière à en faire un petit cylindre, hein, donc qui sont enfilés après dans les trous qui ont été faits et après matés avec soit un marteau, soit un galet. Une réparation, ça n'aurait pas beaucoup de conclusions, sauf qu'ils essayent de faire durer leurs ustensiles, mais certains récipients en ont jusqu'à 7, 8, donc c'est même plus, on a une espèce d'énergie à survivre et à conserver tout ce qu'ils ont autour d'eux. Donc c'est vrai que c'est très, très, très émouvant. Des années d'acharnement et de lutte pour survivre, jusqu'au jour de la délivrance. Des textes retrouvés dans les archives racontent les ultimes chapitres du long calvaire des derniers survivants et les circonstances de leur sauvetage. Probablement à peu près 18 mois avant le sauvetage final, un bateau passe à côté de l'île et s'aperçoit qu'il y a du monde. Donc quand il rentre à l'île de France, on envoie tout de suite un bateau pour essayer de récupérer ces esclaves. Donc, le premier bateau qui part s'appelle la Sauterelle. C'est un tout petit bateau, un cotre, et lorsqu'il arrive près de l'île, il mouille et envoie une embarcation avec 2 marins. Malheureusement, le canot se brise sur le récif. L'un des marins réussit à regagner son bateau à la nage, juste au moment où le corail ayant coupé le câble de l'ancre, il part à la dérive, et l'autre, qui probablement nage moins bien, se retrouve sur l'île avec les naufragés malgaches. Et le bateau doit partir parce que le corail coupe son câble d'encre et donc il part à la dérive. Lorsque la Sauterelle revient, on décide d'envoyer à plusieurs occasions, à 2 occasions successives, des bateaux. Et à chaque fois, les conditions de mer sont telles qu'ils ne parviennent pas à prendre contact avec la terre.
C'est à ce moment-là donc que le matelot qui est resté sur l'île, désespérant d'être sauvé, entreprend de construire un radeau avec les débris utiles et convainc 3 hommes et 3 femmes de partir avec lui. Combien de milles nautiques les fuyards ont-ils parcouru sur leur radeau de fortune avant de sombrer dans les eaux de l'océan Indien? Les autres, restés sur l'île, durent encore patienter plusieurs mois. Le 29 novembre 1776, en fin de journée, une voile monte lentement à l'horizon. Épuisés par les privations et les souffrances, les derniers survivants trouvent encore la force d'agiter les bras. Après les longues années d'oubli, les autorités françaises se sont enfin décidées à envoyer une expédition en reconnaissance. Contre toute attente, le chevalier de Tromelin, qui commande la Dauphine, recueille ce jour-là 7 femmes et un bébé de 8 mois. Que sont devenus les derniers esclaves oubliés? Les textes racontent qu'une fois arrivés à l'île Maurice, les 7 femmes rescapées ont été affranchies et baptisées avant d'entrer au service du gouverneur. Aucune n'a souhaité retourner à Madagascar. L'enfant, un petit garçon, a lui aussi été déclaré libre et baptisé du nom de Moïse. Depuis, on en a perdu la trace. « 30 novembre 2008. L'avion du retour sera là dans quelques heures. Mais avant de refermer les malles, il faut terminer l'inventaire des 400 objets mis au jour pendant les fouilles. Au moment du départ, chaque membre de l'équipe a le sentiment d'avoir vécu une aventure singulière. Chacun à sa façon. C'est important pour moi cette opération parce que à travers cette opération scientifique, c'est aussi retrouver une partie de mon identité puisque j'ai des ancêtres malgaches. Mon arrière-grand-père était malgache et il a traversé cet océan Indien pour être emmené à la Réunion en tant qu'esclave. Et donc un peu, c'est faire un peu ce voyage quelque part à retrouver ceux qui, comme lui, ont été emmenés en tant qu'esclaves et qui ensuite, après, se sont retrouvés un peu sur cette île perdue dans l'océan Indien et ont dû vivre cette expérience de liberté, mais une liberté terrible, contraignante, parce qu'ils étaient sur cette île laissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes, et en même temps, ils ont su recréer une organisation. Alors pour moi, ça, c'est retrouver une fierté de mes ancêtres, qui ont vécu, qui sont morts, et quelque part là, en touchant ce sable, c'est toucher un peu une part de mon histoire. Voilà. Juste avant de partir, les archéologues doivent rendre le site à l'île pour le protéger des outrages des éléments et du temps. Les vestiges découverts sur Tromelin constitueront désormais un lieu de mémoire et de recherche. Épuisés par 5 semaines de fouilles harassantes, Max et son équipe quittent l'île avec regret. Leurs découvertes ont permis d'établir de manière irréfutable la véracité d'une histoire que beaucoup qualifiaient de légendaire. Mais le récit reste inachevé. Il faudra revenir. Novembre 2009.
Max Guéraud est de retour sur l'île de la Réunion pour y préparer sa prochaine mission. Ces découvertes ont connu un énorme retentissement dans les médias français et internationaux. Grâce à son obstination, l'histoire des naufragés de l'Utile est définitivement tirée de l'oubli. Dans les réserves de la préfecture des Taffes, à Saint-Pierre, Max retrouve Jacques Rébière, spécialiste de la restauration des vestiges archéologiques en métal. Une importante exposition est en préparation. Hop. C'est quel numéro celui-là? Alors celui-là c'est le 248. Attends, on va regarder sur l'inventaire. Donc c'était trouvé dans le secteur S3, c'est-à-dire qu'il était dans le même secteur que de la cuisine, mais devant, dans le sable, probablement associé à un autre objet, dont je ne me souviens pas exactement. Dans quel état tu trouves? Bon, c'est un objet qui est sain, stable, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a cette ligne-là, cette délimitation de sable qui est très nette sur l'une des parois. Et bon, je pense que ça mérite qu'on s'interroge dessus. Les gestes précis, minutieux du restaurateur vont prolonger le souvenir de ces hommes et de ces femmes qui, achetés comme de vulgaires marchandises, puis abandonnés sans remords, se sont battus pour rebâtir une petite société et vivre debout. 250 ans après les faits, ces objets offrent le plus vibrant des démentis à ceux qui avaient dénié toute humanité aux oubliés de Tromelin. Grâce à ce travail, Max Guéraud a aussi pris conscience d'une réalité qui va au-delà des faits historiques et des fouilles archéologiques. Ça fait moi plus de 20 ans que je travaille sur les problèmes de la traite. Et en fait, l'approche que j'avais était une approche extérieure, un intérêt pour le phénomène historique, sociologique. Mais je me suis amené à me poser la question de savoir quelle était la vraie raison qui faisait que je m'intéressais à ça dans le temps. Et la réponse m'a été donnée d'une manière tout à fait fortuite, très récemment, parce que j'ai reçu sur notre site internet un message très court d'une jeune femme me disant est-ce qu'un esclave peut porter le nom d'un bateau Et alors je lui dis mais pourquoi vous me posez la question? Il me dit parce que ma grand-mère s'appelle l'Utile. Je lui dis oui, c'est tout à fait possible qu'un esclave ait le nom de bateau, puisque l'une des rescapées de l'Utile, lorsqu'elle arrive à l'île de France, est baptisée d'office, Dauphine, du nom du bateau qui l'avait ramenée. Et on échange petit à petit des messages, et elle finit par me dire qui elle est, où elle habite, où est sa famille, etc. Et donc la relation s'établit. Et cet échange-là me paraissait suffisamment important pour que je lui demande si elle acceptait de mettre cet échange-là sur le forum de notre site internet. Et elle me répond non, surtout pas. Et à ce moment-là, j'ai compris en fait que pourquoi on travaillait finalement, c'est que tant que des gens ne voudraient pas accepter publiquement ou de le dire publiquement qu'ils étaient descendants d'esclaves, ça poserait problème. Donc il faut absolument qu'on continue à aller de l'avant, à parler de l'esclavage, parler de la traite et donner finalement la parole à ces gens-là. Leur donner la parole pour que les descendants d'esclaves ne soient plus prisonniers de leur lourd héritage. Mais sans véritable prise de conscience, comment faire pour que ce passé ne soit plus une douleur? Françoise Vergès, la présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage, estime aujourd'hui qu'il est urgent de faire entrer l'histoire de la traite négrière dans la mémoire nationale, pour que rien ne soit oublié.
Une histoire, c'est un fil, et c'est beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous d'entrer dans un grand événement par une histoire. Ensuite, c'est vrai, tout ce qui a été trouvé à travers les fouilles archéologiques, c'est-à-dire ces gens ont créé des choses. Ces personnes sont des êtres humains comme nous. Ils ne sont pas en dehors de l'humanité, comme justement l'esclavage a voulu faire croire. Alors je pense, oui, qu'il y a un avenir. Il y a un avenir aussi pour peut-être nous faire penser aux nouvelles formes de servitude aujourd'hui. Et de voir que tout cela n'est pas terminé, même si l'esclavage aujourd'hui est un crime dans le droit, il reste quand même une pratique. Et comment tous, nous sommes citoyennement, puisque nous sommes des citoyens, responsables aussi pour que toutes ces formes de servitude soient abolies. Aujourd'hui, la traite négrière et le destin des esclaves déportés par millions sortent peu à peu de l'oubli où ils étaient relégués. Mais la lutte contre l'asservissement, l'avilissement et l'injustice reste d'actualité. L'intolérance et l'indifférence trouvent leurs racines dans l'ignorance. Les esclaves oubliés de Tromelin n'ont pas fini de nous conter leur singulière histoire.